Le moment où j'ai franchi le seuil de la salle d'audience, ma mère a ri doucement, un rire discret mais cruel, comme si elle avait attendu cette journée toute sa vie. Mon père, lui, s'est contenté de secouer la tête, déjà honteux de m'appeler sa fille. Anastasia Crowell. C'est ce nom qu'on apprenait autrefois aux gens à murmurer comme synonyme de déception, de disgrâce. J'y croyais, autrefois. Je laissais leurs paroles m'enterrer vivante. Mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils allaient découvrir exactement ce que leur fille oubliée était devenue. La salle d'audience sentait le marbre froid et le papier, stérile, jugeant. Le claquement de mes talons sur le sol résonnait d'un rythme régulier qui ne correspondait pas au chaos pulsant dans mes veines. Sur le banc de devant, ma mère serrait ses lèvres pour cacher un rire qui s'échappait de toute façon, fin et coupant. Mon père expira par le nez, lentement et déçu, comme s'il avait déjà accepté la honte d'être vu à nouveau avec moi. Le juge se figea à mi-mouvement, son marteau suspendu en l'air, ses yeux s'écarquillèrent pendant une demi-seconde avant qu'il ne se penche vers le greffier. Je n'avais pas besoin de l'entendre murmurer, mais je l'entendis quand même. « Mon Dieu, est-ce elle ?» Les mots traversèrent la pièce comme une décharge électrique. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'arrêtèrent un instant. Chaque son s'évapora sauf le bourdonnement dans ma poitrine. Je continuais à marcher. Chaque pas résonnait contre les murs, mesuré, délibéré. Le dossier dans ma main semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû. Cette année de silence enveloppée dans du papier. Je croisai le regard de mes parents juste assez longtemps pour voir l'assurance vaciller derrière leurs expressions satisfaites. Ils pensaient avoir déjà gagné. Lorsque j'atteignis la table, je posai le dossier doucement, le son aigu dans le silence. Ma mère s'agita, son sourire vacillant. Mon père regardait droit devant. Le juge n'avait toujours pas parlé. Il croyait que j'étais là pour me défendre. Il ne voyait pas que étaient ceux qui étaient jugés. La lumière scintillait sur le bord métallique du bureau, s'accrochant au papier que j'avais passé la moitié de ma vie à préparer. Je laissai le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il fasse mal. Puis je relevai le menton. Ma voix était calme et ferme. « Commençons, dis-je. » Ma mère arrêta de rire. De l'extérieur, nous semblions impeccables, l'idéal américain de succès poli. Raymond Crowell, mon père, le patriarche à la langue d'argent d'un des plus grands empires immobiliers de l'Oregon. Viviane, son élégante épouse, adorée lors des galas de charité et photographiée pour sa grâce, et Elliot, leur fils doré, l'héritier qui ne pouvait pas faire de mal. Derrière cette façade de verre, la vérité présentait des fissures que personne n'osait voir. J'ai autrefois travaillé à leur côté, dirigeant l'entreprise quand la santé de mon père commença à décliner. Chaque chiffre était équilibré, chaque rapport propre. Je croyais que la discipline et la transparence pouvaient sauver un héritage bâti sur la fierté. Ils appelaient cela froideur. En 2014, lorsque le marché immobilier s'est effondré, j'ai dépensé tout ce que j'avais, près de 400 000 $, pour maintenir Croestat à flot et m'assurer que les employés recevraient leur salaire. Je pensais qu'en les sauvant, je nous sauverais. J'avais tort. 3 mois plus tard, lorsque les profits revinrent et que l'entreprise se stabilisa, mon poste fut supprimé. La raison officielle, manipulation des registres financiers. La vraie raison, je devenais gênante. Ce soir-là, au dîner, le lustre scintillait au-dessus de la table comme un projecteur sur mon humiliation. Ma mère coupait délicatement son steak, sa voix aussi douce que cruelle. « Tu es né pour prendre soin, pas pour commander. » Je ris alors, doucement, car la rage m'aurait donné raison. Ce fut la première fois que je sentis le sang dans mes veines se glacer. Je partis avec rien d'autre qu'un dossier de relevé financier et la certitude qu'un jour, ils paieraient pour le mensonge qu'ils avaient construit ensemble. Ils pensaient que j'avais disparu, mais j'attendais juste, attendant qu'ils écrivent leur propre verdict. 5 ans plus tard, dans mon petit appartement donnant sur le Pearl District, un simple colis brun attendait à ma porte. Pas d'expéditeur, pas d'adresse de retour, juste mon nom inscrit en haut. À l'intérieur, une enveloppe scellée d'un cachet de cire décoloré. L'écriture était indubitable. Celle de mon grand-père, pour ses yeux uniquement. G. Crowell. Mes doigts tremblaient tandis que je dépliais les papiers à l'intérieur.
Chaque page portait sa signature, chaque ligne claire, chaque actif, propriété et part m'était légué. Pas à Elliot, à moi. Pendant longtemps, je ne pus bouger. Quand mon grand-père mourut, le testament lu au tribunal nomma mon frère comme seul héritier. J'y avais cru. J'avais pleuré la perte de sa foi en moi plus que sa mort elle-même. Mais ceci était la vérité qu'ils avaient enterrée. Mon téléphone sonna, fort et soudain. « Est-ce bien Anastasia Crowell ?» demanda une voix rocailleuse. « Je m'appelle Caleb Finch. J'ai travaillé avec l'avocat de votre grand-père. » Les mots me restèrent dans la gorge. « Il a disparu », continua Caleb. « Il y a 15 ans. Après avoir refusé de changer le testament de votre grand-père, il pensait que le vieil homme avait caché le véritable quelque part. Peut-être qu'il vous a fait confiance pour le trouver. » Mon pouls tambourinait dans mes oreilles. Le monde autour de moi sembla basculer. Ce n'était plus une trahison. C'était une conspiration. Je remis le testament dans son enveloppe et écrivis dessus d'une encre ferme, « La patience et le pouvoir. » Parce que pour la première fois, je comprenais. Les Crowell ne m'avaient pas seulement volé. Ils avaient commis un crime, et j'en avais fini de faire semblant de ne pas le voir. Caleb me rencontra dans un café tranquille au bord de la rivière Willamette, le genre d'endroit où personne ne s'attardait assez longtemps pour remarquer deux étrangers échangeant des secrets. Il fit glisser une petite clé USB éraflée sur la table. « Ceci vient des boîtes d'archives de Gérald Épine, dit-il. Je l'ai trouvé dans une pile marquée pour destruction. Quand je l'insérai, un frisson de statique remplit les haut-parleurs, suivi de la voix faible et tremblante d'un vieil homme. Raymond et Viviane Crowell m'ont forcé à changer le testament. J'avais peur d'eux, mais j'ai gardé l'original jusqu'à ce que je puisse le donner à Anastasia. Le bruit du café disparut autour de moi. L'avocat savait que je reviendrais un jour. La vérité m'avait attendu depuis le début. Caleb tourna son ordinateur portable vers moi, ouvrant un testament numérisé. « La signature a l'air vraie, dit-il. C'est parce qu'elle l'est. Ils ont extrait la signature de votre grand-père d'un document de 1997. C'est une ancienne copie collée sur le faux testament. » J'étudiai les traits de l'encre, tremblant mais familiers. Ils n'avaient pas contrefait sa signature. Ils avaient recyclé son honnêteté. La rage s'enflamma, puis se figea en clarté. On peut falsifier une signature, pensai-je, mais pas l'intégrité. De retour chez moi, je fouillai dans une vieille armoire et trouvai des relevés bancaires des années 1990. Une ligne ressortait, titulaire du compte, Gérald Crowell et Anastasia Crowell. Mais lorsque je recherchai dans les registres numériques de la banque, mon nom avait disparu, effacé proprement. Quelqu'un avec du pouvoir a fait ça, murmura Caleb. Je pris des captures d'écran, les stockai sur un disque crypté, et levai les yeux vers lui. Alors, quoi maintenant, demanda-t-il. Maintenant, dis-je, nous faisons cela correctement. Pas de bruit, pas de sang, juste la vérité, froide et nette. Mon café resta intact, devenu glacial le temps que nous partions. 3 semaines plus tard, Caleb et moi avons conduit vers le sud jusqu'à Salem. L'air sentait la pluie et le vieux bois quand nous sommes entrés dans le home de retraite. Madame Henley, l'ancienne gouvernante de mon grand-père, était assise, enveloppée dans une couverture, ses mains tremblant, mais ses yeux aussi vifs que du verre. Je lui montrai une photo décolorée qu'elle m'avait envoyée il y a des années. Sa voix vacilla mais ne se brisa pas. Monsieur Gérald a signé le testament dans son bureau à l'étage. J'étais là. J'ai pris une photo. Votre mère se tenait juste derrière lui. Elle fouilla dans un tiroir et en sortit un lourd album, aux coins usés. Sur la dernière page se trouvait la preuve que je ne savais pas avoir chassé. Mon grand-père, stylo en main, l'avocat à côté de lui, et ma mère, Viviane, regardant droit dans l'objectif. Je ne pouvais pas respirer. Feriez-vous un témoignage si nécessaire ? Si le tribunal le demande, dit-elle doucement. Mais mon enfant, ils ont détruit tous les originaux. Ce n'est que ce qui me reste. Sur le chemin du retour, le ciel devint gris acier. La voix de Caleb était à peine un murmure. Si elle a encore cette photo, ils viendront la chercher. Il avait raison. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement ce soir-là,
les tiroirs étaient retournés. Mon ordinateur fracassé. Tout avait disparu sauf une seule feuille de papier posée sur mon bureau. L'héritage ne se donne pas, il se construit. Je suis resté là, fixant l'écriture sous la lumière vacillante. C'était la phrase de mon grand-père, celle qu'il utilisait chaque fois que je doutais de moi-même. Peut-être que celui qui l'avait laissé n'était pas venu pour me menacer, mais pour me rappeler pourquoi je me battais. Je me suis assise, l'épuisement pesant, mais une résolution ferme montait à la place. Ils pensaient que j'étais fragile parce que je restais silencieuse. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que le silence n'est pas la faiblesse, c'est le moment opportun, et mon moment approchait. Le message d'Eliot est arrivé tard, disant que la famille voulait parler une dernière fois à la maison du lac, à Crater Lake, où mon grand-père m'avait autrefois appris à ramer. Je savais que ce n'était pas la paix, c'était encore le contrôle. La maison brillait d'or sous la lumière des bougies. Ma mère assise comme une reine en perles. Mon père toujours impeccable dans son costume sombre. Eliot sirotant du vin, faisant semblant d'être confiant. Il me regarda et dit, « Tu penses toujours être meilleur que nous, n'est-ce pas ?» Je ne dis rien. Mes doigts frôlèrent l'enregistreur caché dans ma veste. Mon père sourit, fin comme du verre. Nous n'avons pas à continuer à nous battre. Anna a signé ceci et c'est terminé. Le papier sur la table était une renonciation à l'héritage. Je pris le stylo, feignant d'hésiter. Eliot rit. Elle n'a plus à porter les erreurs de papa. Il s'est déjà occupé de ce vieil avocat, n'est-ce pas, papa? Le silence s'épaissit. Ma mère haleta. Les yeux de mon père brillèrent. Mais il était trop tard. L'enregistreur avait tout capté. Je posai le stylo maintenant. Je sais qu'il n'a pas disparu de vieillesse, dis-je, et je m'éloignai, laissant derrière eux leur vin et leur panique. Cette nuit-là, Caleb appela, sa voix basse. Raymond Crowell m'a offert de l'argent pour oublier. Il dit, je l'ai enregistré. Il envoya le fichier. La voix de mon père était calme. Nous voulons juste protéger le nom de famille. Tu recevras plus si tu oublies ça. Je le transmis à la procureure fédérale Sandra Egan. Elle dit, j'attends ça depuis 7 ans, Anna. Maintenant, c'est leur tour. Une clarté froide m'envahit. La justice n'était plus un rêve, mais un mouvement. La pluie me suivit jusqu'à Portland. Les lumières se brouillant sur l'autoroute comme des souvenirs. Je tournai vers le cimetière, le sol mou sous mes chaussures. La pierre tombale de mon grand-père était usée, mais les mots étaient toujours là. L'intégrité bâtit l'héritage. Je déposai des orchidées blanches sur la pierre, murmurant, je ne récupère pas de l'argent. Je récupère la vérité. Le vent souleva une note de ma poche. L'héritage ne se donne pas. Il se bâtit. La même phrase laissée après que mon bureau ait été cambriolé. J'ai finalement compris qu'elle venait de Gérald Pine, l'avocat qui avait disparu, son dernier avertissement avant qu'il ne le réduise au silence. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère. Demain. Essaie de sourire quand ils te condamneront, répondis-je. Tu m'as appris le silence, mère, mais pas comment l'utiliser pour mentir. De retour chez moi, je rassemblai les preuves, le testament, la photographie, les enregistrements, la vidéo de la corruption, les plaçant dans ma mallette en cuir. Chaque page, une lame de vérité. J'attrapais mon reflet dans le miroir. Une femme détruite, une autre reconstruite. Ils arrêteront de rire, murmurai-je. La pluie tapotait contre la vitre, régulière comme un compte à rebours vers la justice. Le palais de justice de Multnomah brillait sous des lumières blanches. Des flashs crépitaient à l'extérieur, les journalistes criant le nom de Croestat comme si c'était déjà un scandale gravé dans l'histoire. J'entrai en portant du noir, mes cheveux tirés serrés, l'écho de mes talons tranchant à travers le bruit. À l'intérieur, ma mère était assise droite, un sourire assez acéré pour faire couler le sang, la mâchoire de mon père crispée. Mon frère était recroquevillé sur sa chaise, arrogant, calme. Leur avocat me regarda et sourit. Elle va vous écraser, mademoiselle Crow. Je le regardai une fois. Je ne suis pas là pour écraser qui que ce soit, dis-je. Je suis là pour la vérité.
La première vidéo joua la voix d'Elliot depuis la maison du lac, remplissant la pièce. Papa s'est déjà occupé de ce vieil avocat. Tu te souviens? L'air claqua. Ma mère se redressa en criant, c'est édité. Le marteau du juge frappa le silence. Puis vint le second fichier. L'enregistrement de Caleb. La voix de mon père, ferme. Nous voulons juste protéger le nom de famille. Tu recevras plus si tu oublies ça. La pièce se figea. Les lumières des caméras scintillant sur son visage, ses mains tremblant. Je me levai et plaçai une enveloppe scellée devant le juge. La lettre de mon grand-père lut à voix haute. Si elle se tient devant vous, elle a déjà porté plus de poids que n'importe quel homme de cette famille. Le juge baissa les yeux, puis parla. Cette affaire n'est pas compliquée. C'est criminel. Le son frappa comme le tonnerre. Leur avocat s'affaissa, mes parents pâles, mon frère silencieux. J'expirai lentement. Ils ont ri quand je suis entré. Ils ne riaient pas quand je suis sorti. Le procès s'étira tard dans l'après-midi. La salle d'audience était lourde du poids des heures et du murmure d'une tension contenue. Le soleil glissait à travers les hautes fenêtres, projetant des traînées dorées sur la table en bois où reposaient les derniers papiers. L'air était si immobile qu'il semblait avoir peur de bouger. La voix du juge Mitchell brisa enfin le silence. Ferme, calme, définitive. La cour reconnaît le testament original de mademoiselle Anastasia Crowell. Crowell Estate et toutes ses possessions connexes doivent lui être retournées. Les accusés, Raymond, Viviane et Elliot Crow, seront référés au procureur fédéral pour falsification et entrave à la justice. La salle explosa. Des flashs vacillèrent. Les reporters criaient des questions, leurs mots se brouillant en un bruit blanc. Les sanglots de ma mère déchirèrent l'air. Mon père regardait fixement vers le bas, s'effondrant sous le poids de son propre silence. Elliot se pencha en avant, le visage pâle, son murmure à peine audible. « Tu as gagné, Anna, mais nous avons tout perdu. » Je me tournai vers lui, ma voix était calme. Je n'ai rien pris. J'ai juste rendu ce qu'ils ont détruit. Le marteau frappa une dernière fois, un son plus proche de la libération que du jugement. Je rassemblai lentement mes dossiers, les mêmes qu'ils avaient autrefois tenté d'effacer, ceux qui avaient survécu à leur orgueil. Le juge Mitchell descendit du banc. Son visage s'adoucit alors qu'il s'arrêtait à mes côtés, plaçant une main sur mon épaule. « Votre grand-père serait fier, dit-il. » Je croisai son regard, calme, ferme. Il l'est déjà. Pendant un instant, les années se replièrent. Le premier jour où j'étais entré dans sa salle d'audience. Le tremblement dans sa main prenait maintenant tout son sens. Il avait connu mon grand-père. Il savait quel genre d'homme il était, et quel genre de tempête j'avais traversé pour me retrouver ici. Le cercle était clos. Dehors, le couloir brillait de lumière de caméra, les reporters se pressaient, appelant mon nom, Mademoiselle Crowell. « Comment vous sentez-vous d'enfin vous venger ?» Je m'arrêtai juste assez longtemps pour croiser leurs regards. « La justice ne crie pas, dis-je, puis je me retournai. La porte se referma derrière moi avec un bruit sourd. Le bruit à l'intérieur s'estompa, remplacé par le doux bourdonnement de la ville. La lumière de fin d'après-midi traversait le verre comme un ruban de miséricorde coupant le sol. Elle me rappela le lac, le scintillement du soleil sur l'eau. Le jour où mon grand-père m'avait dit que la vérité ne coule jamais. Alors que je sortais, l'air avait un goût pur. Le palais de justice derrière moi ne ressemblait plus à un lieu de jugement, mais de clarté. Chaque flash des appareils photo capturait un reflet de lumière sur la poignée argentée du marteau laissé à l'intérieur, le transformant d'une arme en un symbole de libération. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas levé les mains. J'ai simplement marché de l'avant, laissant le vent soulever le bord de mes cheveux. Le monde enfin silencieux. Et dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix, pas le triomphe. La paix. La lumière me suivit dans les escaliers, chaude et inflexible comme la vérité elle-même. J'ai repris la route vers la maison du lac à Crater Lake. Alors que le jour se transformait en crépuscule, le même endroit où tout avait commencé. L'air était vif et immobile, l'eau lisse comme du verre, reflétant un ciel strié d'or pâle.
Je me suis assise au bord du quai en bois, les planches grinçant doucement sous moi, et j'ai sorti la vieille lettre de ma poche, celle que mon grand-père avait écrite bien avant que je n'en comprenne le poids. J'ai ouvert le briquet argenté, la flamme capturant la lumière déclinante, et j'ai regardé le papier se courber et noircir. La lumière du feu trembla sur mon visage avant que je ne la relâche au vent. Les cendres éparpillées sur le lac furent emportées dans le silence. Ils ont ri quand je suis entrée, mais je suis sortie libre. Un an plus tard, j'ai ouvert la Crowell Foundation for Integrity and Governance, dédiée à la défense de ceux qui sont injustement accusés dans le service public. Je ne l'ai pas fait pour la gloire. Je l'ai fait parce que la justice sans compassion devient cruauté. La presse a appelé mon histoire le verdict silencieux, et je les ai laissés faire. Cela correspondait à ce que c'était, une vérité qui n'avait pas besoin de crier. Lors d'une interview, l'animateur s'est penché en avant, demandant « Leur pardonnez-vous » J'ai souri. Pas pour la caméra, mais pour moi-même. Le pardon, ce n'est pas les laisser partir, dis-je. C'est se laisser vivre. Maintenant, j'enseigne à la Portland School of Law, dans la même ville où ma famille régnait autrefois sur l'horizon. Dans ma classe, la poussière de craie s'accroche à mes doigts alors que j'écris 2 lignes au tableau. L'intégrité bâtit l'héritage. L'héritage ne se donne pas, il se construit. Les étudiants regardent en silence, ne sachant pas que les mots venaient autrefois d'un homme qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. La lumière traverse les hautes fenêtres, capturant les lignes de craie, les transformant en argent. La lueur est la même que celle qui filtrait à travers la salle d'audience ce jour-là. Ferme, honnête, sans cligner des yeux. Je fais une pause un instant, respirant le bruit du vent qui court à travers les arbres dehors, portant l'écho lointain de l'eau contre le quai. Quand le cours se termine, je reste derrière, regardant la dernière lueur du soleil se déplacer sur le sol. Le reflet sur le verre semble vivant, presque comme un battement de cœur. Je ferme les yeux et pour la première fois depuis des années, le silence ne semble pas vide. Il est plein, paisible, pardonné. L'histoire se termine où elle a commencé, au bord du lac. Mais cette fois, il n'y a pas de peur, pas d'amertume, seulement le calme. Le vent fredonne, l'eau s'agite, et la lumière continue de danser sur la surface comme si elle murmurait le seul verdict qui ait jamais eu d'importance. C'est se laisser vivre. Oh geez, Turtle's here. What's up, Turtle? Hello. Hello, Turtle. I'm ready to go, mate. I just dropped 2 more Dexies and I have a beer, so Dexies. ADHD medicine, like little cocaine pills, you could say. Oh, so like Adderall, essentially, like Australian Adderall. Better Adderall, yeah. Better Adderall, interesting. Well, Adderall like is pretty much like meth, right? You chose zero. Wait, hold on. You chose Zero Shop for us. Come on, let's go. Let's go. You want a shot? Go to the right. Like that's like, maybe like, and then it like up, and then maybe like oop, and then oop. This way we still face the elite. But I have like 249 gold. I gotta burn in my pocket. Yeah. Right, Turtle, do you have... We could get Turtle in on this. He probably has work or drawing to do. He's too busy to play games nowadays. Unless it's Overwatch or Marvel Rivals. That's why he quit Egg Game. Better than us. I love having to download everything for multiple hours. What are you downloading? Porn? Like, what are we doing here, huh? Oh, I didn't block. I'm a dumbass. Lucky you guys still get porn. That's true. Without like having to submit like ID. Yeah. I don't want to give the fucking government... no, not even that. I don't want to give a fucking third party my ID. Especially
the hubs of all places. Yeah. Well, like, the hub's good. They're like, no, we don't want our customers to, like, have to upload an ID just to have a good fucking crank. Oh, I should have probably taken Forge, but it's fine. Have reverted to magazines and paintings. Yeah, pretty much. Or we just, like, you know, go outside and have a good crank over, like, the scenery. Yeah. Or just crank it out on what's the front really porch. yeah. Or what's really good is Reddit. Porn with sound, r/porn with sound, absolute banger site, I must say. Yeah, they do have. I forget that Reddit also is 18 plus, like Reddit threads. Yeah, it's good. It It worked. No, I got down so bad last night that the chick I'm talking to, she was like, "What are you doing?" I'm like, "I'm coming over." I drove by an hour and a half. Hour and a half is crazy. Yeah, so we were talking about it when we were playing this the other night. So like distance-wise, that was like Yes. 100k for me. So like 160 miles, ish, I think. And like that's just on like the other side of town. 160 miles. That's me like driving to like Ohio. God damn. Dead. My kill. Dead. Dead as hell. Yeah, Grim, you don't know the struggles, bro. Wow, all defends. Fuck Yeah, me. I got 3 defend Oh cards. my god. It was happening with my Ironclad run too so many times where I'm like, okay, just need to nail some attacks, defends. Defend. Do you need to draw cards or defends? Here are the cards to do that. Like, Yeah. there we go. Up. There we go.